On accueille pour cette table ronde, donc, bien sûr, Laurence Franceschini, Laurence Pécaud-Rivolier, membre du Collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de l'ARCOM, et Marianne Ferifal, que je remercie également d'être la directrice générale de l'ADAGP. Stéphanie de Roquefeuille, directrice des affaires publiques et juridiques, Union des photographes professionnels. Merci, mesdames, pour cette belle table ronde. Donc, bonjour tout le monde. Alors, j'avais fait imprimer mes questions, ça m'aide un petit peu à suivre mon propre déroulé. Voilà, merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Sylvie Fodor, je suis directrice générale du CEPI, que je vais présenter en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas cette organisation. Tout d'abord, je voudrais remercier le ministère de la Culture, tout particulièrement le département de la photographie, de m'avoir invitée pour animer cette table ronde. C'est vraiment un très grand honneur. Je me sens très honorée de cette invitation et j'espère qu'on va pouvoir avoir une discussion avec les intervenantes, que les intervenantes, et aussi le public. Donc n'hésitez pas de poser vos questions même pendant les présentations, si les intervenantes sont d'accord. Je pense que ça mettra un petit peu de dynamisme dans le déroulé de la session, puisqu'il n'y a pas de présentation visuelle. Alors, je voulais aussi remercier pour cette invitation et rappeler quelque chose qui peut-être n'est pas très connu en France. C'est que, à ma connaissance, le CEPIC est une organisation internationale, donc on a des membres dans l'ensemble du monde entier, essentiellement en Europe, à 80%, et les syndicats en France nationaux sont membres chez nous. Donc la France est l'un des pays représentés, et donc c'est pour ça que je suis en bonne position pour observer ce qui se passe dans le monde de la photographie, dans le monde entier, et la France est le seul pays où le ministère de la Culture dispose d'un département de la photographie. C'est le seul. Alors il faut le reconnaître, il faut remercier. Alors peut-être ce qu'ils font, c'est pas suffisamment bien, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Mais en fait, ça a au moins vraiment ça a l'avantage d'exister. Les 2 rapports qui ont été présentés nous livrent des chiffres souvent très intéressants qui recoupent certaines données que nous obtenons par ailleurs par nos membres. Et ensuite, on peut les réutiliser pour créer ce qu'on appelle en anglais un storytelling, qui nous permet en fait de défendre auprès des législations des institutions européennes, de descendre le secteur de la photographie. Alors, le thème de cette table ronde, c'est les gens de la photographie sur Internet. On peut dire qu'il y en a 2. D'abord, le piratage des photos, enfin, le fait que les photos sont partagées de manière un petit peu inconsidérée par les internautes. Et d'autre part, le corollaire, qui est le partage de la valeur générée sur Internet. Parce que tandis que les auteurs, on a constaté depuis une quinzaine d'années environ, tandis que les auteurs créatifs d'une manière générale, pas uniquement les photographes, tandis que leurs revenus baissaient régulièrement d'année en année lorsque leur contenu était partagé sur Internet, les plateformes numériques, elles, leurs revenus augmentaient au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'elles bénéficient de manière indirecte de ce partage. Elles en ont même construit un modèle économique, the business of free, le modèle économique du gratuit, qui permet aux internautes, en développant certaines fonctionnalités, de partager le plus possible tout ce contenu, et les auteurs ne reçoivent rien du tout. Donc c'est un sujet auquel se sont attelées toutes les organisations professionnelles qui défendent le milieu créatif depuis 10 ans. Enfin, pour le CEPIC, ça a commencé en 2009, avec, donc je vais citer les 2 événements principaux. D'une part, nous avons déposé une plainte pour abus de position dominante à Bruxelles en 2013, qui a été soutenue par l'ensemble de la profession, y compris par la DAGP et l'UPP, donc contre Google Images. Ça, c'était en 2013. Et ensuite, bien sûr, la bataille autour des droits d'auteur et la directive des droits d'auteur qui aboutit à ces fameux articles 15 et article 17. Cette table ronde va uniquement s'occuper de l'article 17, c'est déjà beaucoup. L'article 15, donc, c'est les droits voisins des éditeurs, et l'article 17, c'est la responsabilité des plateformes pour le contenu partagé par les internautes. Et donc, corollaire de la responsabilité, soit on prend une licence,
soit on bloque le contenu. Voilà. Donc, 4 intervenantes pour répondre à ces questions. Où en est-on maintenant? La directive a été votée en mars 2019. Nous sommes en juin 2022. Où en est-on maintenant? Où en sont les accords? Est-ce qu'on a déjà vu, j'ai envie de dire, rouler des sous-roulés? Je ne crois pas, mais on va voir ça avec vous. Et comment faire pour avancer? Alors, donc, 4 intervenantes. Vous en connaissez déjà 2. Non, excusez-moi, ce n'est pas vous qui avez présenté le rapport. Madame Picot-Rivolier, qui est également de l'ARCOM, qui va répondre aux questions autour des rapports de l'ARCOM et des enjeux de l'article 17. Madame Franceschini, qui pourra répondre encore à certaines questions sur le rapport en question si vous le désirez. Et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les représentants de l'institutionnel. Et ensuite, nous avons deux représentantes des professionnels. D'une part, Stéphanie Trockfer, qui représente les photographes. Et d'autre part, Marianne Ferrifal, de la DAGP, qui représente les arts visuels d'une manière générale, la photographie en étant une petite partie. Voilà. Donc, alors, où en est-on où en est-on avec ce partage de la valeur? Donc, d'abord, ma première question va s'adresser à vous, Madame Picot-Rivolier. Les 2 rapports de l'ARCOM ont été présentés précédemment. Alors, quels sont les principaux enseignements de ces rapports par rapport à ce sujet du partage de la valeur? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour partager la valeur? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous voyez ces rapports jouer un rôle sur ce sujet? Merci beaucoup. Bonjour. Alors, deuxième intervention donc d'un membre de l'ARCOM. Et pour ceux qui auraient peut-être manqué la réforme qui est intervenue en décembre de cette année, l'ARCOM n'est autre que le successeur du CSA et de la Hadopi qui ont été fusionnés. Et par conséquent, l'ARCOM est doublement intéressé à ces questions d'application de l'article 17, intéressé en tant que successeur de la Hadopi, donc qui s'est toujours intéressé aux questions de droit d'auteur dans les différents secteurs, et puis intéressé parce que dans les nouvelles escarcelles d'attribution de cette autorité, il y a maintenant la supervision des plateformes en ligne. Et par conséquent, les deux peuvent se relier quand il s'agit d'étudier la question de l'application de l'article 17 pour la photographie sur Internet. Alors, les prérogatives de l'ARCOM dans ce domaine-là ont également été étendues, mais de manière assez traditionnelle. Ce que fait cette haute autorité, c'est d'abord d'essayer d'objectiver les situations pour pouvoir voir quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en œuvre pour pouvoir remédier aux difficultés qui sont constatées. Et c'est vraiment là ce que nous avons commencé à faire avec la présentation des rapports qui a été faite par Raphaël Berger et qui tendait à venir déjà sortir la photographie de tout l'ensemble des domaines qui sont traditionnellement étudiés. Et c'est vrai que nous avons énormément d'études sur tout ce qui est l'audiovisuel, pas mal aussi sur ce qui est la musique, et que la photographie était probablement le parent pauvre de ce travail qui avait été fait sur les droits d'auteur par notre institution. Donc là, ce qu'on a voulu, c'est vraiment se plonger dans ce secteur particulier. Et de fait particulier, c'est ce que nous avons bien détecté, c'est qu'effectivement, ça n'était pas du tout la même approche que nous avions à faire sur la photographie que sur les autres domaines, et je crois que ça a été amplement souligné. Il se trouve que les rapports ont été concomitants au rapport, et nous ne le savions pas au moment où nous l'avions commencé, de Madame Franceschini, mais nous avons travaillé ensemble et partagé nos analyses de manière à pouvoir être complémentaires et arriver à ce que nous souhaitions aborder. Alors, votre question, c'est de savoir ce qu'on peut en tirer, j'espère bien un certain nombre d'enseignements. Et donc, ce que je disais, c'est que le premier enseignement, c'est qu'on ne peut pas aborder la question du droit d'auteur de la photographie de la même manière qu'on l'aborde pour les autres secteurs, parce que les outils à mettre en œuvre, si on veut protéger le domaine de la photographie,
ne sont pas les mêmes. On a un certain nombre d'outils qui ont été déjà développés par les plateformes en ligne, on les connaît, certains ont déjà 10, 15 ans d'ancienneté et fonctionnent plutôt bien dans un certain nombre de domaines, mais si on essaye juste de les appliquer stricto sensu au domaine de la photographie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a un problème au niveau déjà de l'identification, et ça je pense qu'on va en parler puisque les questions de l'identification sont des questions absolument clés pour pouvoir progresser, et que là pour le coup il n'y a pas que les plateformes qui doivent faire le travail, il y a aussi un travail à faire par les ayants droit. On va revenir dessus parce que c'est absolument essentiel si on veut arriver à la deuxième étape qui est celle de la protection. Et pour ce qui concerne la deuxième étape qui est celle de la protection, la particularité en matière de photographie, c'est qu'il n'est pas recherché, comme dans d'autres domaines, d'arriver à un blocage des sites illicites. C'est-à-dire que c'est beaucoup, on a pas mal d'outils et c'est beaucoup plus simple quelque part de venir dire il y a des sites illicites sur lesquels on a des pratiques illicites, également des consommateurs qui viennent sur des sites qu'ils savent illicites pour avoir droit à la gratuité, et donc on intervient de manière drastique en repérant ces sites illicites et en demandant au FAI de les bloquer. Là maintenant, on a un nombre d'outils assez adaptés sur ces questions-là, c'est ce qu'on appelle la lutte contre le piratage culturel, sportif. Alors vous avez vu que sur le piratage sportif, là maintenant, on intervient de manière vraiment extrêmement efficace, puisque en 1 heure, on peut bloquer les sites illicites, mais ça n'est pas ça qui est recherché en photographie. Donc on ne peut pas mettre en œuvre ces mêmes outils, puisque ce qui est recherché en matière de photographie, c'est au contraire de maintenir autant que possible, sauf dans certains cas, ces photographies, mais de les valoriser et d'obtenir que les droits d'auteur soient respectés sous forme de monétarisation et bien entendu de crédit de droits d'auteur. Donc là, c'est beaucoup plus complexe, parce que les méthodes d'intervention ne peuvent pas être les mêmes. Et je m'arrêterai là, puisque je pense qu'on va y revenir au gré de cette table ronde. Mais là, les outils qu'on doit être amenés à mettre en œuvre vont être probablement un peu plus longs, un peu plus délicats, et nous n'avons pas, de par la loi, les mêmes possibilités d'intervention que dans d'autres secteurs. Oui, mais l'article 17, en fait, l'article 17 ne concerne pas les contenus illicites. L'article 17 concerne les contenus licites. Donc, quel est le rôle de l'ARCOM? J'avais cru comprendre que l'ARCOM aurait un rôle particulier par rapport à l'application de l'article 17 même. Alors, le rôle de l'ARCOM, il intervient à plusieurs niveaux. Donc, outre celui essentiel des constats, et donc qui est partie des rapports d'études qui vont nous permettre de démarrer, nous avons la possibilité d'essayer de creuser ces constats en essayant d'identifier les points délicats pour pouvoir ensuite faire des études techniques pour voir comment on peut avancer. Alors, sur ce point, nous avons lancé, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, un questionnaire qui a été adressé à tous les professionnels du domaine de la photographie, et qui vise, c'est ce qu'on appelle le questionnaire NTI, et qui vise à recueillir de votre part toutes les indications qui nous sont nécessaires pour identifier les points de cristallisation et les points de blocage de votre part, mais aussi du côté des opérateurs, de manière à voir ce qui des deux côtés est identifié comme pouvant poser difficulté. Et cette étude est actuellement en ligne. Elle y sera jusqu'au 20 juin. Là, j'appelle vraiment votre attention, parce que plus on aura de réponses, plus évidemment ça pourra nous être utile pour pouvoir avancer. Elle est en ligne jusqu'au 20 juin. À partir du 20 juin, nous procéderons donc au décryptage à partir des éléments qui nous auront été adressés par l'ensemble des personnes intéressées de la profession. Et ça nous permettra, et ça sera notre premier rôle, de sortir un rapport fin 2022 qui fera un état de ces points de blocage et qui permettra aussi, je dirais, d'identifier les bonnes volontés des deux côtés, c'est-à-dire quelles sont les avancées qui sont faites par les ayants droit, notamment en matière d'identification, mais aussi quelles sont les avancées du côté, évidemment, des opérateurs, pour essayer de donner des réponses satisfaisantes à tous les questionnements.
nous avons la possibilité, vous allez me dire que c'est très léger, je comprends bien que là encore, je vais probablement comme vous décevoir, et j'en ai bien conscience. Nous avons la possibilité, par ces rapports que nous faisons, d'identifier les bonnes pratiques d'abord et de les valoriser, de les mettre en exergue. Et puis, dans certains cas aussi, nous avons la possibilité d'identifier les insuffisances, y compris en mettant éventuellement, nous verrons si c'est adapté dans le cadre de la photographie, quelques noms de domaines en avance si nous voyons qu'il n'y a absolument pas de réponse aux questions qui sont importantes. Donc ça va être la première étape. Et une fois qu'on aura ce rapport, nous procéderons dans une deuxième étape à des analyses techniques de ces points de blocage qui auront été identifiés pour voir s'ils sont réels et s'il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour les dépasser. Donc ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels nous nous concentrerons là, dans les 2 années qui viennent et qui seront vraiment des points forts de l'activité de l'ARCOM. Et puis, il y a une troisième possibilité d'intervention de l'ARCOM, c'est de favoriser les accords. Et pour ça, d'être un peu l'intermédiaire de ces accords. Mais justement, pour favoriser ces accords, il faut probablement passer par les 2 étapes que je viens de citer et qui permettent de savoir quels sont les points névralgiques pour pouvoir les dépasser ensemble et essayer d'arriver à ces accords. Donc, c'est là probablement l'essentiel des interventions de l'ARCOM qui peuvent être mises en œuvre dans l'immédiat. Ok, alors, qu'en pensent les professionnels? Je vais donner la parole aux professionnels. Qu'attendez-vous de l'ARCOM? Parce que c'est vous qui allez être en charge de négocier ces accords avec les plateformes. Donc, j'ai envie de vous donner est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que ça vous suffit ou Oui, alors, bonjour, Marianne Ferifal de la DSGP, certes, mais je tiens à préciser que lorsque je vais intervenir, j'interviens aussi pour mes collègues Olivier Briançouet dans la salle de la SAIF, dont sont membres un grand nombre de photographes. Merci pour l'invitation. C'est très important en ce juin 2022 de faire un petit point, parce que beaucoup de choses ont changé ces derniers temps. Et résulte de combats de longtemps, effectivement, presque 15 ans. Et ce que l'on pensait quasi impossible, ce qui était presque un tabou à un moment, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que les plateformes de partage, et grosso modo les réseaux sociaux dans notre secteur, c'est Facebook et Instagram. Lorsque je dis plateforme, on va penser majoritairement à eux, en tout cas, rémunèrent les créateurs et plus spécifiquement ce qui nous intéresse aujourd'hui, les photographes. Alors, Marianne, je vais revenir plus tard sur les accords que la DAGP a pu reprendre avec Google. Là, pour le moment, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est par rapport au rapport. Donc, par rapport à l'ARCOM, oui, nous, on a vraiment salué la création de cette nouvelle institution qui a à la fois, comme on le disait, un rôle d'observateur, ça c'est très précieux, et de régulateur. Donc on n'hésitera pas non seulement à recourir aux données que nous trouverons dans les études, puisque maintenant elles sont publiques, les étudier avec attention et les utiliser au maximum de ce qu'il nous sera possible de faire, et puis passer le temps de la négociation de bonne foi, qui se doit d'être long, on y reviendra, je crois, si besoin était, et si un doute se soulevait quant à la bonne foi de certains négociateurs, eh bien, nous n'hésiterions pas à recourir au service de l'ARCOM pour nous assister, avant d'aller peut-être encore plus loin, mais en tout cas dans la conclusion d'accords satisfaisants pour les 2 parties. D'accord, très bien, merci. Pour notre part, donc moi je parle au nom de l'Union des photographes professionnels qui remonte vers les autorités publiques depuis plus de 70 ans maintenant, les questions, les problématiques, les attentes, les espoirs des photographes, et dans le sens inverse redescend depuis nos ministères de tutelle et les institutions tout le contexte normatif qui va s'appliquer sur les photographes, quel que soit leur statut, pour leur permettre de travailler sereinement.
On a lu le rapport de l'ARCOM, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous le faire passer un peu en avance de phase. On l'a épluché avec la plus grande attention et on a été assez ébloui de votre analyse de la situation, de la manière dont vous avez réussi à comprendre les différents écosystèmes de la photographie en fonction de leur destination ultime, c'est-à-dire leur mode de diffusion. On a été également heureux de voir que vous avez soulevé des problèmes, mais qui ont aussi été soulevés par Madame Franceschini, et qui étaient liés à la rémunération et au respect du droit d'auteur sur Internet. Parce que les attentes des photographes à la suite de la publication de la directive, ils sont doubles. D'abord, ils sont liés à la rémunération, parce que les photographes professionnels, le mot professionnel dans photographe professionnel, ça veut dire qu'ils vivent de leurs photos. Ils ne vivent pas de la diffusion des photos, ils ne vivent pas de la visibilité qu'on leur donne sur Internet, ils vivent de l'argent que leur donnent leurs clients en contrepartie de la cession de droits sur leurs photos. La rémunération des photos sur Internet, elle passe par deux choses. Elle passe d'une part par un travail assidu, quotidien, sérieux, régulier des photographes avant la publication de la photo, par l'intégration des métadonnées, par le choix des photographies, parce que quand on est photographe et qu'on veut diffuser sur Internet, on ne balance pas toute sa série de photos, on en met quelques-uns qui fassent une sorte de teasing, qui permettent aux clients potentiels d'aller voir sur le site ou d'aller voir le photographe en direct. Il y a une espèce de charte des bonnes pratiques qui est en train de se développer et à laquelle on est très attentif, parce que les photographes ont un rôle à jouer dans leur propre rémunération. La rémunération des photographes sur Internet, elle passe aussi par l'adhésion aux OGC, à la DAGP, à la CEF, à la SCAM, que sais-je. Elle passe par la reconnaissance d'appartenir à un secteur qui a besoin d'être uni pour exister et pour pouvoir gagner des combats. Mais la deuxième partie de la rémunération des auteurs sur Internet, elle dépend aussi de l'État. Et c'est là qu'on attend avec beaucoup d'espoir les nouvelles mesures qui vont découler des différents rapports qu'on vient de citer. D'une part vis-à-vis de la presse, parce que oui, je sais que Sylvie, c'est quelque chose qui est particulièrement cher. L'EDR, c'est toujours un sujet, même si c'est vieux, même si c'est redondant. Mais il y a autre chose, et c'est assez symptomatique, qui n'arrive pas à avancer, c'est la protection par le droit d'auteur. Aujourd'hui, la charge de la preuve de l'originalité d'une œuvre, donc sa protection par le droit d'auteur, elle repose sur les auteurs. Et on a besoin que l'État nous assiste en allégeant le poids des recours contentieux des auteurs, en renversant la charge de la preuve. C'est peut-être anecdotique, mais pour nous, c'est important. Non, mais on va revenir dessus quand on viendra. Merci. Alors, on va passer maintenant au rapport de Madame Franceschini. Alors, le sujet reste le partage de la valeur sur Internet. Comment mettre en application cet article, le fameux article 17, qui a demandé 4 ans de lutte acerbe, je vous assure, à Bruxelles, et contre lequel les plateformes numériques ont mis les moyens pour que cet article n'aboutisse jamais. Donc maintenant, on en est dans la phase d'application. Et il me semble que le rapport Franceschini, en fait, donne un certain nombre d'orientations pour la mise en application de l'article 17, notamment avec les métadonnées et puis donc ces fameuses LCE. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même incroyablement progressé. On peut toujours voir le verre à moitié vide, mais les directives de 2019 sont des progrès absolument considérables pour donner des outils de rééquilibrage des rapports entre le monde de la création, les plateformes et les moteurs de recherche. Et en particulier, vous avez raison, cet article 17. Donc, simplement 2 points, vous m'interrogez sur les deux.
le premier point sur les métadonnées, alors je comprends bien que ça a été considéré comme anecdotique, mais s'agissant de la presse, la renégociation des conventions triennales avec les éditeurs de presse a pour objet d'insérer un certain nombre de dispositions et donc d'obligations à la charge des éditeurs de presse dans ces conventions. Et ces conventions, c'est l'instrument qui lie le ministère de la Culture et les éditeurs de presse, et son objet, c'est la distribution des aides à la presse. Donc ce n'est pas tout à fait rien, mais il faut comprendre qu'on a besoin de bases légales ou de bases conventionnelles pour pouvoir faire respecter un certain nombre de choses. Le deuxième point, alors qui n'est pas tout à fait l'article 17, mais qui, à mon sens, participe quand même du même état d'esprit de l'article 17, c'est l'article 12 de la directive de 2019, c'est-à-dire la licence collective à effet étendu. Voilà, avec une autre casquette, je l'ai rapporté dans sa transposition dans l'ordonnance de 2021 au Conseil d'État. C'est un outil quand même extrêmement intéressant. Il y avait déjà eu une première tentative qui avait été faite, vous vous en souvenez, en France, avec la loi de juillet 2016, dans le cadre de la LCAP. Et en fait, on n'avait pas pu le mettre en œuvre parce que précisément il n'y avait pas de disposition du droit de l'Union. Et ça faisait, voilà, il y avait un rapport également du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur ce sujet qui en montrait néanmoins toute la pertinence. Là, ça y est, il y a le droit de l'Union est intervenu, et c'est un mécanisme qui paraît quand même très bien approprié, notamment au monde de la photographie. Parce que c'est un monde très, très éclaté, peu ont la taille critique pour discuter avec les plateformes. Là, c'est l'organisme de gestion collective qui discute, qui passe un accord, et d'où le nom. Cet accord, il peut être étendu à condition que l'OGC soit représentatif, suffisamment représentatif, y compris aux membres qui n'appartiennent pas à l'organisme de gestion collective. Et bien sûr, parce que c'est ça qui différencie la licence collective à effet étendu d'une exception, il y a un mécanisme d'opt-out parce que le consentement le principe du consentement est respecté. Alors, je dis que c'est particulièrement bien adapté parce qu'on voit bien, et c'est ce que dit le texte de la directive, c'est que c'est un mécanisme qui est proposé lorsque la gestion individuelle serait vraiment très onéreuse en temps et en argent, et lorsqu'elle est rendue quasi impossible par la masse des œuvres. Et on l'a vu avec tout ce qui a été exposé justement dans le cadre de l'étude de l'ARCOM. Donc c'est particulièrement bien adapté au monde de la photographie. Et ce que je dirais aussi, c'est que à partir du moment où ce mécanisme existe, à partir du moment où on peut dire on va le mettre en œuvre, il joue peut-être un rôle un peu à l'instar de ce qui s'est passé pour l'article 15, même si on n'en parle pas sur les droits voisins des éditeurs de presse, pour pousser les plateformes et les moteurs de recherche tout simplement à négocier des accords de partenariat. Donc, qu'il s'applique ou qu'il ne s'applique pas, si j'ose dire, le fait qu'il existe a un effet. Ça met pression sur les plateformes. De manière, oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas, alors c'est mon thème favori, ceux qui parlent avec moi le savent, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un dilemme entre d'une part la licence collective étendue et l'utilisation du marquage des photos? Parce qu'à partir du moment où on utilise la licence collective étendue, il peut devenir complètement inutile de marquer les photos, d'identifier l'auteur en fait de la photo, dans la mesure où la licence couvre l'ensemble des œuvres
Il existe je vous assure qu'il existe des accords qui vont dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Et donc j'aimerais bien avoir votre réponse à toutes les trois. Donc d'abord, je réponds parce qu'on entend plus. Non, alors justement, vous contredirez ce que je dis. Moi, ma perception, c'est que ça demeure tout à fait essentiel, ne serait-ce que parce que dans le cadre de la négociation d'accords, on a besoin d'avoir un certain nombre de références et le marquage permet une forme de quantification. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier l'originalité de l'œuvre. Certes. Donc, ça, c'est l'argument. Oui, c'était l'argument juridique, oui. Mais là, il existe bien sûr l'argument pratique qui est de dire c'est trop compliqué et on peut aussi obtenir. Alors moi, je fais l'avocat du diable. Je vous donne l'argument tel que je l'ai entendu. On peut obtenir beaucoup plus d'argent avec les plateformes si en fait on fait un accord global. Donc on dit par exemple Google fait tant avec les revenus publicitaires de Google, c'est tant. Donc nous, on veut, pour les arts visuels, on veut 15%. Donc 15% de ce revenu global des revenus publicitaires de Google, ça sera beaucoup plus que si on s'amuse en fait à suivre toutes les photos et puis essayer de voir si en fait combien de fois elles ont été partagées sur Internet, et peut-être que certains photographes en fait ne recevront rien du tout. Voilà. Donc que pensez-vous de cet argument? C'est un argument qui existe, que j'ai entendu, et donc j'aimerais avoir votre opinion en tant que française. Sylvie, je te connais bien, tu es visionnaire et en même temps tu es une adepte de la réelle politique. Aujourd'hui, on n'a ni les moyens techniques de traquer, ni en watermarking, ni en fingerprinting, l'ensemble des photos qui sont déposées sur les plateformes tous les jours. C'est juste irréalisable. À ce jour. Donc il est évident qu'il a fallu trouver un moyen qui permette aux auteurs de percevoir leur part de rémunération issue des plateformes. Et c'est une bonne chose qu'on ait mis en application le principe de licence collective étendue sur un modèle gestion des droits collectifs, c'est-à-dire en estimant en gros ce que représentait chaque répertoire dans les revenus publicitaires des plateformes. Maintenant, l'idée à terme, c'est de ne pas oublier que ce qui fait notre force en France, c'est le droit d'auteur à la française, c'est-à-dire la rémunération des auteurs, à l'occurrence sur Internet, de chacune de leurs œuvres. Et je suis pleine d'espoir que dans un futur pas très lointain, on va réussir à obtenir un système de marquage ou de tatouage qui permette d'identifier chacune des photos, peut-être à l'origine, peut-être dans les boîtiers, qui sait, qui permettra à chaque occurrence sur Internet de chacune des photos d'identifier l'auteur et éventuellement sa répercussion de site en site, puisqu'aujourd'hui on sait que ça ruisselle un peu partout, et qui permettent de rémunérer l'auteur, du coup directement en droit d'auteur à la diffusion. Bon, alors je vais rejoindre ce que vient de dire Stéphanie. Ce n'est pas des choses qui s'opposent, c'est certainement des choses qui au contraire se complètent, et à différents niveaux, et de la négociation et de la distribution des droits aux auteurs. Alors, première chose, c'est que ça se complète. Tout à l'heure, Laurence Franceschini a expliqué que dans le cadre d'une licence collective étendue, il y avait ce droit de retrait, l'opt-out en bon français. Donc, pour tous ceux qui, titulaires de droit, ne voudront pas être encadrés dans le cadre d'un contrat général négocié par un organisme de gestion collective, peut-être que pour eux, les aspects de marquage et de fingerprinting pourront leur permettre de négocier et de valoriser leur création. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour ceux, auteurs ou autres ayants droit, qui sont membres d'une société d'auteurs, ils sont quand même très, très, très nombreux. Alors, la société d'auteurs, l'OGC, va négocier déjà pour ses membres, parce qu'on peut aussi très bien imaginer réussir à négocier avec les plateformes sans avoir besoin en tant que tel de déclencher la licence collective étendue. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme le rappelait aussi Stéphanie, la plupart des photographes professionnels sont quand même d'ores et déjà, à la date où on se parle, membres d'une société de gestion collective. Et pas que pour le numérique, mais enfin,
Ça date quand même depuis 1985 qu'il y a une rémunération pour copie privée, donc c'est le XXe siècle. 1995 qu'il y a des droits de photocopie, il y a des droits sur les usages pédagogiques, etc. Il y a plein de droits collectifs auxquels les photographes ont droit et à qui, enfin, qu'on essaye, nous, au maximum, de diffuser à l'ensemble des titulaires de droits. Donc, les sociétés de gestion collective, les associations professionnelles ne cessent, depuis quelques décennies, d'inciter et d'inviter les photographes à adhérer aux sociétés d'auteurs, comme, de toute façon, le font aussi les musiciens à la SACEM, les auteurs d'audiovisuels à la SCAM et à la SACD. Donc, parmi tous ces droits, ceux issus de l'article 17 rémunéreront ces photographes. Donc tous ceux qui ne sont pas encore membres d'OGC, il est temps de le faire maintenant. Alors, on a un certain nombre, un répertoire d'auteurs membres de nos sociétés de gestion collective, et puis on va aller négocier avec les plateformes, plus ou moins de bonne volonté, bien évidemment. Comme on le rappelait tout à l'heure, dans la directive, le fameux article 17 dont on parle tout le temps, il est dit ceci, il est dit que la plateforme, à partir du moment où elle diffuse des œuvres protégées, parmi lesquelles des photographies, dorénavant, doit, en toute bonne foi, négocier un accord avec les titulaires de droit, les photographes ou leurs sociétés de gestion collective. Sinon, elle engage sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recourir à des régulateurs, ou on va pouvoir recourir aux juges pour faire sanctionner ces diffusions illicites. Sauf que, il y a un sauf que. C'est-à-dire que, malgré tout, puisque la directive est issue d'un compromis au niveau européen entre plein d'intérêts, et Dieu sait que les plateformes ont fait valoir leur vue, les plateformes ont dit, mais attendez, nous, on ne peut pas être responsable si on ne sait pas de quoi on parle. Et il est effectivement dit que les plateformes ne seront pas responsables juridiquement de la diffusion des œuvres si les titulaires de droit, que les photographes et les sociétés de gestion collective que nous sommes ici, ne leur ont pas fourni les informations nécessaires et pertinentes pour savoir de quelles œuvres on parle. Et toute la question, et le diable est dans les détails, est de savoir qu'est-ce que c'est que ces informations nécessaires et pertinentes qu'il faudra fournir aux plateformes si jamais elles décident, plutôt que de rémunérer, c'est-à-dire de diffuser les œuvres et de rémunérer les auteurs, si elles décident de retirer les œuvres. Parce que c'est ça le droit d'auteur quand même, hein, c'est qu'on n'impose pas à quelqu'un ni de diffuser ni de rémunérer. Tout à chacun, diffuseur, peut très bien dire bah, pour moi c'est trop cher, je retire les œuvres. Je ne diffuse pas la musique, je ne publie pas tel livre, etc. Et les plateformes comme les autres. Donc ça va être tout l'art de la négociation que de demander suffisamment, mais pas trop. Et si jamais en face, les plateformes considèrent qu'on demande trop, elles risquent de demander les informations nécessaires et suffisantes pour retirer les œuvres protégées. Et là, ce sera tout un problème, parce que si elles demandent pour chaque œuvre l'empreinte numérique ou des métadonnées type nom, prénom, titre de l'œuvre, date de création, légende, etc., ça va être un bazar incroyable, peut-être moins pour les photographes que pour d'autres champs de la création. Je pense notamment aux artistes plasticiens, etc., qui n'ont pas forcément un répertoire aussi bien rangé que les photographes. Mais je rejoins 1000 fois ce que disait tout à l'heure Stéphanie, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi que les photographes, que tous les titulaires de droit aient la matière pour savoir ce qu'ils représentent. La difficulté, c'est que si un jour on a à s'expliquer devant le régulateur ou devant le juge, on va donc avoir du mal à donner des informations dans la directive qui ont été conçues pour la musique et l'audiovisuel. Nos grands secteurs de référence qui sont toujours en premier dans la tête des décideurs et de ceux qui réfléchissent. Et effectivement, dans la musique, je ne sais pas combien fait un auteur-compositeur de musique, combien il fait de titres dans sa vie, mais peut-être quelques centaines. Je ne sais pas combien de films fait un réalisateur de fiction, quelques dizaines. Bon. Donc pour lui,
Et surtout pour tout l'écosystème, parce qu'on parle là d'industrie, donc il y a des producteurs, il y a des distributeurs, tout le monde a effectivement toutes les références concernant ces œuvres-là, et on peut prendre les empreintes, et on peut tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre secteur, puisque comme on l'a dit, et voilà, de façon avérée, on est sur un secteur qui est complètement éclaté, et donc en face, les plateformes risquent de plaider le fait qu'en fait, ils ne savent pas ce qui est œuvre protégée ou pas, et que donc c'est très compliqué tout ça, et donc de plaider leur irresponsabilité pour ne pas savoir quoi retirer. Alors, je voudrais à ce titre dire qu'on est exactement là-dedans, nous concernant Facebook, qui aujourd'hui nous dit, mais Facebook, ou Instagram, c'est avant tout Madame Michu qui photographie ce qu'elle mange dans un restaurant. Il n'y a pas d'œuvre protégée sur Facebook. Donc là, on le disait tout à l'heure, on a les décrets d'application depuis que quelques mois. Sans attendre ces décrets, on a été discuté avec Facebook. Et effectivement, alors ça après, les GAFA par définition, ils mettent beaucoup de temps à discuter, surtout quand il s'agit de payer quelque chose. Donc on peut leur faire confiance pour distendre les délais. Mais aujourd'hui, par exemple, pour prendre le cas de Facebook, ils ont des outils de reconnaissance d'images basés sur les empreintes numériques. Donc, ce n'est pas basé sur les métadonnées, c'est basé sur les empreintes numériques. Chaque système technique a ses inconvénients et ses avantages. L'inconvénient des métadonnées, c'est que, outre qu'on peut les retirer, les supprimer, on en a abondamment parlé ici, les métadonnées, elles sont mises par les créateurs ou par un intermédiaire. On va prendre le cas des photographes. Lorsque vous faites vos prises de vue, consciencieusement, vous rentrez les métadonnées dans les endroits spécifiques dans les fichiers. Mais ça vaut pour les fichiers que vous allez diffuser. Mais malheureusement, la source des fichiers d'œuvres sur Internet, elle est bien plus multiple que ce que vous allez donner. Donc, je ne sais pas, moi, une exposition de l'un d'entre vous à Arles ou à Perpignan, que sais-je, je viens avec mon super iPhone, avec un super appareil photo, je prends votre photographie, je ne mets absolument pas de métadonnées, et hop, je publie ça sur Facebook en disant oh, cette photographie est formidable. Voilà, ça c'est fait. Votre œuvre, elle est sur Facebook, elle donne lieu à du droit d'auteur, mais ce n'est pas la métadonnée qui pourra nous y aider parce que ce n'est pas votre fichier dûment renseigné qui a été diffusé. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, l'immense majorité des fichiers d'œuvres protégées, d'images protégées, qui sont sur Internet. Donc les métadonnées, oui. La reconnaissance d'images, elle n'a pas cet inconvénient, puisqu'on est dans quelque chose où les algorithmes refont un peu ce que font les yeux humains. C'est-à-dire que, alors il faut les nourrir, les algorithmes, mais comme il faut nourrir le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une base de données les images que l'on souhaite rechercher. L'algorithme va prendre les points saillants pour en tirer une compréhension unique. Donc c'est comme une empreinte digitale, c'est unique, c'est cette image-là. Et puis ensuite, l'algorithme, on va lui demander d'aller crawler tel réseau social, tel profil, tel site web. Il va récupérer toutes les images et puis il va calculer pour chacune d'elles, pareil, l'identifiant unique et puis il va comparer les identifiants pour voir si ça correspond. Et si ça correspond, c'est qu'à 99,99%, ce qu'il a trouvé sur le site internet ou sur le profil de réseau social correspond à ce qu'on lui avait demandé de chercher. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué, et je serais bien incapable d'aller très très loin dans ma démonstration sur le sujet, mais il y a plein de reconnaissances d'images possibles. Si vous prenez une plateforme comme YouTube ou si vous prenez une plateforme comme Facebook, c'est deux systèmes extrêmement différents. Alors voilà, je ne sais pas pour ceux qui s'y connaissent, il y a les descripteurs globaux, ça c'est le Rights Manager, non, le ID Content de YouTube, qui en fait, étant conçu quand même majoritairement pour de l'audiovisuel, lui appréhende de façon générique
des séquences animées d'images et de sons, donc de l'audiovisuel. Bon, Content ID est quasi incapable de reconnaître dans un plan séquence, même qui s'arrête assez longtemps, une photographie limite bon titrée. Donc il n'est pas capable de faire ça. Par contre, il est super fort sur l'audiovisuel. Alors à l'inverse, Facebook, eux, qui est quand même Facebook plutôt ou Instagram, des plateformes d'images dites fixes, là on est sur des descripteurs locaux. Alors super, alors là c'est beaucoup plus précis, sauf que ça demande une puissance de calcul phénoménale. Et par exemple, pour vous dire les choses, dans les négociations que nous menons avec Facebook, que nous tentons de mener avec Facebook, dans l'idée de savoir quelle est la prégnance du répertoire en l'espèce de la DAGP que nous représentons, on leur a donné environ 5000 images de quelques-uns de nos artistes, alors avec des choses tests, à crawler. Et bien, sachez que Facebook, pour crawler à la fois le flux des images publiées tous les jours, on parlait de centaines de millions d'images publiées chaque jour dans le monde, bon, mais surtout le stock, si je peux m'exprimer ainsi, d'images existantes sur sa plateforme, mais en plusieurs semaines, en tout cas sensiblement entre 3 et 4 mois, pour faire tout le tour de ce qui existe. Voilà. Puis après, il faut juste recommencer. Et pour 6000 images, 6500 je crois. C'est-à-dire que si d'aventure on leur fournissait les milliards d'œuvres protégées que les photographes et pas que représentent, c'est juste ça les fait. Alors là, ça fait fondre la calotte glaciaire, les fermes de serveurs, voilà. Donc techniquement, la pure reconnaissance d'images n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Donc, il va falloir, et je rejoins tout à fait Stéphanie, on est en matière technologique. Donc la technologie évolue considérablement vite. Si on se revoit dans 2 ans, peut-être que le discours sera très différent. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, comme l'a dit Madame tout à l'heure, déjà le sujet, ça va être, pour l'immense majorité des images, d'accepter qu'elles soient diffusées, et non pas de les retirer, et surtout d'obtenir leur rémunération. Ça va être déjà la première des choses. Et puis, cette chose-là, ce ne sera pas la seule fois dans Facebook. Oui, bien évidemment, les sociétés de gestion collective, les organismes de gestion collective, on sait parfaitement négocier ce qu'on appelle des contrats généraux, donc en amont de la licence collective étendue. Le contrat général, c'est un contrat global qui couvre toutes les œuvres de nos membres. Pas les autres auteurs qui n'ont jamais daigné adhérer, mais au moins déjà tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont souciés de leurs droits d'auteur et qui ont adhéré à la DAGP ou à la CEF. Donc, pour ces auteurs-là, ce qui représente quand même souvent des volumétries très considérables, à la DAGP, c'est 200 000 artistes, ce qui est déjà pas mal du monde entier, mais 200 000 artistes. À la CEF aussi, il y a quelques dizaines de milliers d'auteurs. Donc, on représente quand même l'immense majorité des photographes professionnels. On sait négocier des accords globaux, des accords généraux, sur la base de quoi, ensuite, on met en place ce qu'on appelle, nous, des règles de répartition qui sont élaborées sur la base de simulations, de tests, de sondages, de choses très précises, y compris avec des études externes et rafraîchies tous les ans ou tous les semestres. Et sur cette base-là, on distribue ensuite les droits, et ça marche très très bien. Je prends l'exemple des contrats télé. La DAGP a 275 contrats avec des chaînes de télé, le groupe Canal+, le groupe France Télévisions. Il n'y a pas de fingerprinting ou je ne sais trop quoi qui répartit ces millions d'euros-là. On arrive, je ne vais pas me préciser ici, mais sur la base d'une documentation fournie par les chaînes elles-mêmes, de signalements faits par les artistes eux-mêmes et d'une de documentation que nous, on fait aussi, en enregistrant les programmes, en les visionnant avec des bases de données, etc., à, je crois, se rapprocher quand même d'une justesse dans la diffusion et d'une justesse dans la rémunération.
Voilà. Donc en tout cas, c'est vrai qu'il y a des sources et des outils technologiques qui vont nous permettre à la fois de quantifier les œuvres présentes sur les plateformes et donc de négocier les droits, et puis derrière, surtout de répartir ces droits-là. Mais dans un premier temps, et ce n'est pas du tout quelque chose de gênant, on va certainement agréger tout un faisceau d'indices aussi qui permettront de répartir ces sommes en s'approchant le plus possible de la vraisemblance de la diffusion. D'accord, très bien. Vous m'autorisez juste un mot pour dire que tout à fait dans la continuité, hein, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire, tant mieux si on a des accords qui permettent d'avoir tout de suite une rémunération globale, mais nous, on est quand même très, très attachés aux droits d'auteur en ce qu'il permet effectivement d'avoir une véritable action et en ce qu'il protège individuellement les auteurs. Si on a lancé le questionnaire dont je vous ai parlé, MTI, c'est parce qu'il y avait une étude qui avait été faite par la Hadopi conjointement avec le CSLPA et le CNC en 2020 et qui avait justement mis en avant le fait qu'on avait un véritable problème d'identification sur les images fixes, métadonnées absentes à 85% et identification des images fixes qui ne fonctionnent pas bien. Donc, nous, on part de l'idée qu'il va falloir qu'on ait un outil spécifique à l'identification dans le domaine de la photographie, et c'est ça qu'on voudrait réussir à détecter avec votre aide et avec l'aide des plateformes. Mais pour nous, ça semble absolument essentiel, même si ça n'empêche absolument pas que dans le même temps et en attendant, on ait des accords qui prévoient des rémunérations qui soient un peu globalisées. Oui, pardon, hein, je crois qu'il faut dissocier deux choses. La rémunération, elle est d'une façon générale quand même, enfin, elle sera certainement globalisée dans l'ensemble des secteurs, y compris dans les négociations que la musique peut avoir, que le cinéma peut avoir. On est dans des choses comme ça. Ou alors, c'est qu'on est dans des corpus très, très, très significativement plus petits que ce dont on parle là. Même sur Netflix, le nombre d'épisodes de séries ou de films présents sur Netflix, et c'est déjà considérable, c'est quelques millions, enfin pardon de parler ainsi, mais là, quand on parle de Facebook et Instagram, le nombre d'œuvres protégées, c'est considérable. Et donc même, enfin, c'est dans un facteur, je ne sais pas, peut-être 100 ou 1000 par rapport à ce qui est présent sur Netflix. Donc autant sur Netflix, des rémunérations peuvent être quasiment reversées aux producteurs ou aux auteurs, quasiment à la consultation ou au visionnage, mais entre guillemets, c'est facile. Alors que chez nous, la volumétrie étant ce qu'elle est, même des sociétés technologiques de la taille de Facebook, aujourd'hui, ne savent pas faire. Donc, de toute façon, il faudra en passer, et on ne va pas attendre que les outils existent, il faudra en passer par des négociations qui permettent, sans attendre, de rémunérer les créateurs. Parce que comme en plus, ces outils-là risquent aussi d'être faits par eux, on ne peut pas leur demander d'aller très vite pour voilà. Donc on saura encore une fois, ça sert à ça la gestion collective aussi. Hein. Ça sert à lorsque l'œuvre par œuvre est difficilement possible ou très complexe ou hors de proportion par rapport à la réalité du micro-centime qui sera déclenché à chaque fois que quelqu'un va poster une œuvre. De négocier de façon globale et de trouver des règles, bien sûr, qui permettent in fine d'affiner, d'individualiser les sommes. Et ça fonctionne très très bien et pour des montants très 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 conséquents, pour des grands nombres d'auteurs dans d'autres secteurs autres que le pur numérique. Et ça fonctionne bien. D'accord, très bien, merci beaucoup. Stéphanie, vous avez un mot à ce sujet ? Je me demande si le futur de la rémunération des auteurs, il passe pas aussi par la responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire, à ce stade, on est en train de prendre par la main les auteurs d'une part et les diffuseurs d'autre part pour leur dire, bah voilà, on a négocié avec les plateformes pour vous obtenir une rémunération. Dans un contexte où on se pose la question de savoir comment on va faire sans les calottes glaciaires, effectivement, et avec le réchauffement climatique, peut-être qu'il faudrait qu'on se demande s'il n'appartient pas aux diffuseurs de se dire, si jamais je diffuse une photo, je dois créditer. On a vu les chiffres, ils sont affolants, de gens qui disent, alors moi je suis en règle avec le droit d'auteur parce que je fais une des 3 choses suivantes, je crédite, je demande l'autorisation ou je vérifie que c'est dans le domaine public.
Mais en fait, pour respecter la loi, il faut les 3. Et il y a 0,01% des gens qui font les 3. Je pense que la première action de l'ARCOM, et on est vraiment content que vous existiez, c'est que vous commenciez à dire aux gens ce que c'est que le droit d'auteur. Les gens pensent que quand une photo est sur Internet, c'est open bar, que quand on voit une photo qu'elle nous plaît, on n'a qu'à la diffuser, et s'il y a un watermark, on pose avec le watermark et on est dédouané de ses droits d'auteur. Il y a une reprise en main à faire des diffuseurs qui est très conséquente, qu'ils soient privés ou qu'ils soient professionnels. Et je pense que le futur de la rémunération des auteurs, il doit absolument passer par la responsabilisation des diffuseurs. Vous avez parfaitement raison, en tout cas on en a totalement conscience et ça fait vraiment partie des priorités du plan d'action qu'on a sur la sensibilisation, notamment dans ces domaines-là où on voit bien qu'il y a une méconnaissance totale, mais ça doit s'accompagner, en tout cas c'est ce qui ressort vraiment de l'étude qui a été expliquée, peut-être par aussi des mécanismes qui permettent de respecter toutes ces règles de manière un peu simplifiée, puisque ce que disent les utilisateurs, c'est qu'ils ne savent pas toujours comment faire, même quand ils souhaitent le faire. Alors, il y a toujours une part de bonne volonté et une part de sensibilisation qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais au-delà de ça, il faut tenir compte aussi de ce retour et voir un peu comment on peut gérer cette situation. C'est le rôle des plateformes, hein. C'est le rôle des plateformes numériques. C'est pour ça, en l'occurrence, l'article 17 fait un peu le ménage là-dedans. Il enlève un petit peu cette responsabilité très très lourde aux utilisateurs et il le met sur les plateformes à leur charge de développer certaines fonctionnalités qui aident les utilisateurs à en fait respecter le droit d'auteur. Parce que jusqu'à présent, on observait le contraire. Voilà, c'était une petite attaque. Je voudrais juste insister sur ce point. C'est que quand même, le droit d'auteur, ce n'est pas un droit qui avait vocation, lorsqu'il a été imaginé, et dans son essence pure, dans son essence même, à s'appliquer aux particuliers. Ce n'est pas comme le code de la route, ce n'est pas comme le code pénal, c'est comme... Voilà. Le droit d'auteur, c'est quelque chose, et ceux qui s'amusent ou se plaisent à lire le code de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui unit des professionnels, les créateurs, à d'autres professionnels, les diffuseurs. Donc forcément qu'il a une complexité et une technicité qui n'est pas celle de, quand vous voyez un panneau rouge barré de quelque chose de blanc, ça, vous n'avez pas le droit de rouler dans ce sens-là. Donc c'est ça aussi qui a été certainement le gros malentendu de toute la directive de 2000 du commerce électronique, c'est que là, les juges ont considéré que dans cette triangulation entre la plateforme qui est professionnelle, qui fait son business, qui a plein de profits, les créateurs et le grand public qui prend des photos des œuvres et qui les publie sur sa page Facebook, eh bien, la plateforme était retirée du jeu, ça a été vrai de 2000 à 2019, en tant qu'intermédiaire purement technique, qui ne sait pas du tout ce qui se passe, oulala, je ne sais pas, et elle a mis face à face les créateurs et leur public, en demandant aux créateurs d'aller faire valoir auprès du grand public qui ne connaît rien au droit d'auteur, et c'est bien naturel, même si nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin ça c'est vraiment un argument qui me semble assez faible en la matière, et en disant aux créateurs, allez toucher votre rémunération auprès du grand public, de Madame Michu qui poste, c'est elle qui est responsable de ce qu'elle poste sur son compte Facebook. Mais bien évidemment que c'était la pire chose à faire pour le droit d'auteur, parce que c'était extrêmement aussi impopulaire dans ce cas-là. Souvenez-vous de campagnes que le secteur de la musique a fait en matière de peer-to-peer, où le droit d'auteur était vécu, et on l'a traîné très longtemps, comme étant insupportablement coercitif, comme étant une atteinte à la liberté d'expression, comme. C'était horrible, alors que le droit d'auteur est quand même lié du siècle des Lumières. Hein. Il est né du siècle des Lumières, quand même. Hein. C'est Lacanal qui l'a théorisé. Il a été reconnu par la Révolution française. Et bien, on avait oublié tout ça. On ne voyait que les méchants producteurs qui voulaient empêcher les anti-internautes de faire du peer-to-peer et de diffuser la musique. Et c'était exactement la même chose quand on essayait de faire retirer des œuvres protégées de certains comptes de réseaux sociaux. Donc ça a été quand même la grosse difficulté, et donc il a fallu que tous les secteurs de la création de tous les pays d'Europe se mobilisent pour remettre au centre du jeu les plateformes, qui sont les vrais professionnels,
pour ne plus aller embêter le grand public et pour dire ceux qui sont les interlocuteurs des auteurs pour le respect de leurs droits, c'est les professionnels que sont les plateformes. Et donc, du coup, je me permets juste de préciser que oui, bien sûr, moi tout à l'heure, quand j'ai vu les résultats de l'étude, je suis admirative quand je vois que, je ne sais pas qui a répondu, mais on regarde si l'œuvre est dans le domaine public. Bigre. Moi, je demande dans ma famille de directeur général de la DSGP, quand est le domaine public, quand est-ce qu'il commence, est-ce qu'il y a des prolongations de guerre, etc., etc., personne ne saura. Alors, je ne sais pas du coup, dans le grand public. Oui. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que ça, c'est des questions qui, me semble-t-il, il faut poser aux professionnels que sont les plateformes. C'est eux qui engagent leurs responsabilités plutôt que le grand public. Le grand public, il faut, à mon avis, le sensibiliser, et là je vous rejoins tout à fait, et on y tiendra toute notre place, à des choses comme ne pas supprimer les métadonnées, des choses comme ça. Là, oui, bien évidemment, mais on ne va pas faire du grand public un fin connaisseur et un fin... c'est pas le grand public dont je parlais, voilà, c'est vraiment les professionnels qui connaissent déjà le droit d'auteur, parce qu'ils y sont déjà soumis depuis bien longtemps, parce qu'avant Internet, ils avaient déjà respecté le droit d'auteur sur le print. Exactement. Donc c'est pas nouveau pour eux, et ils sont censés le connaître. Exactement. On est bien d'accord que Madame Michu, qui visite une expo, on va pas lui tomber sur le rable parce qu'elle a posté une photo. Oui. C'est vraiment... Je parle vraiment de l'éducation des diffuseurs, qui se cachent aussi un peu derrière leurs petits doigts quelquefois pour dire mais c'est si compliqué. Non, non, le droit d'auteur c'est pas si compliqué que ça en fait quand on a envie de s'y mettre. Oui, donc c'est une distinction très importante. En effet, les utilisateurs lambda comme Madame Michu, qui en effet, on peut peut-être pas exiger d'eux une connaissance des droits d'auteur, mais par contre on peut exiger des professionnels qui conçoivent des fonctionnalités qui soient compréhensibles à l'utilisateur. Alors pour le domaine public, en l'occurrence, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me confirmer, mais dans Google Images, il existe, quand on cherche les photos, on peut chercher par licence, et il existe aussi la catégorie domaine public. Donc c'est pour ça que cette notion, à mon avis, est entrée dans l'imaginaire public. Elle est mal comprise. Elle est mal comprise parce que domaine public ne veut pas nécessairement dire gratuit non plus. Hein. Exactement. Surtout le droit moral subsiste. Je pense que ça vient de là. C'est juste. C'est ça, et c'est là où je pense qu'il faut. Oui, les plateformes. J'ai vu qu'il y avait un souhait de ceux qui ont des répondants à ce que les plateformes soient plus claires et soient plus précises. Ça, c'est un sujet de longue haleine. Est-ce que tu dis, Sylvie, sur la façon dont, dans le moteur de recherche d'images de Google, mais pas que, la façon dont le droit d'auteur est évoqué, c'est très souvent source non seulement d'erreurs, mais en tout cas et souvent à dessein. Moi, vous vérifierez, je pense que ça existe toujours sur des plateformes comme Pinterest ou Flickr. Lorsque vous postez des photographies, parce qu'il y a la photographie, puis il y a ce qui est photographié aussi. On vous invite donc à choisir une licence Creative Commons. Alors vous savez qu'il y a toute une déclinaison. Et alors tel que c'est dit, vous savez, on dit mettez des licences libres. Alors, en creux, ça veut dire qu'il y a des licences emprisonnées. Alors ça, c'est le copyright. Donc là, on parle de copyright, ce qui est un non-sens en droit français, puisqu'en droit français, on parle de droit d'auteur déjà. Et tel que c'est dit, ça ne peut que porter à confusion et de façon quand même assez biaisée. Et effectivement, trop souvent, les plateformes se contentent de cette photographie peut être soumise au droit d'auteur et puis ça passe. Bon, il y aura de toute façon beaucoup de pédagogie à faire là-dessus, mais comme on en est tous d'accord, il y a la pédagogie du grand public sur le droit d'auteur. De toute façon, ce sera toujours un plus. Mais ce qu'il faut, là où il faut absolument dorénavant être intransigeant, c'est sur le respect du droit d'auteur par les professionnels. Par les plateformes, et là je pense que la directive droit d'auteur est un soutien vraiment important. Alors, je suis consciente du temps. J'aimerais bien poser comme une question, donc revenir au DR, parce que là ça concerne les professionnels pour le coup, parce qu'avec les métadonnées, ils deviennent, les DR, ça devrait être bientôt un sujet dont on ne parle plus dans quelques années, j'espère. Et ensuite, laisser la place au public avec vos questions. Donc Stéphanie. En 2 mots,
Chez nous, le DR, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mon poste, il consiste en partie à accueillir les appels ou les passages des photographes qui ont un souci, à les écouter et à leur proposer une réponse. Et on a énormément de photographes qui se plaignent que leur droit, à tout le moins leur droit moral, puisque le crédit photo n'est pas porté en dessous de la photo, et par conséquent le droit patrimonial, n'est pas respecté par les titres de presse. Le DR, au départ, ça devait être un moyen de faire respecter le droit d'auteur en demandant aux éditeurs de presse de réserver comptablement des fonds de manière à pouvoir, quand on découvrirait l'auteur d'une photo, le rémunérer avec les fonds qu'on avait mis de côté. Aujourd'hui, le DR, c'est un choix conscient qui est fait par les rédactions, enfin par les éditeurs de presse, de ne pas citer le photographe qui est publié pour ne pas avoir à payer de droits patrimoniaux sur les images qui sont diffusées. Ça s'accompagne pour la version Internet des titres de presse de l'effacement des métadonnées, systématique pour certains titres de presse, que je ne citerai pas, moins systématique ou partiel pour d'autres titres de presse que je ne citerai pas non plus, moyennant quoi, je ne sais plus depuis combien de temps le système du DR existe, mais c'est un système qui est de plus en plus dévoyé et qui au lieu d'aller s'amenuisant, puisqu'aujourd'hui on a les moyens de rechercher facilement au sein d'une banque d'images dans un titre de presse l'auteur d'une photographie, va grandissant. Et je regardais l'autre jour les affiches électorales des législatives. Et ben aujourd'hui, dans le 10e arrondissement, puisque le siège de l'UPP est dans le 10e, dans le 10e arrondissement, on a 3 photos qui sont signées DR. Ben, DR, c'est pas ça. DR, c'est pas je ne cite pas mon photographe. DR, c'est j'ai réservé des fonds parce que la photo est orpheline à ce stade et je mets tout en œuvre pour savoir à qui elle appartient pour pouvoir rémunérer l'auteur. Pour moi, le DR, c'est quelque chose qui devrait disparaître et qui reste un gros problème. Pourquoi c'est pas le cas? Il faut vraiment que je pose cette question parce que le DR, je me souviens avoir cité ça quand j'ai commencé à faire du lobbying pour le CEPIC à Bruxelles, donc ça remonte à 2009 par là. C'était généralement le DR était cité comme exemple. Et là, on est en 2022. Et en fait, ce que vous dites, c'est que ce phénomène va grandissant. Donc, c'est quand même, c'est un aveu d'échec quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été dévoyé en fait par le système. Il a été complètement dévoyé par les titres de presse. C'est devenu un peu une aubaine pour dire. Alors, c'est pas forcément pour ne rien payer, mais bon, comme ça existe, hein, qu'on peut le publier comme ça sans trop passer de temps à chercher la source, et ben on le fait et ça devient quasiment un automatisme. Alors, je ne sais pas dans quel cas. Ils publient les crédits et dans quel cas ils ne le font pas. Mais c'est vrai que, moi, j'ai constaté la même chose concernant une photographie qui était sur un journal gratuit qu'on trouve dans le métro et Le Monde. Il était crédité dans Le Monde et il était en DR, la même photo, hein, dans le journal gratuit. Voilà, donc c'est que quand même il y a des négligences, on va dire. Et ces négligences-là, on a l'impression depuis le temps quand même que le sujet est pointé, ça ne s'améliore pas. Donc il faut certainement peut-être trouver d'autres moyens que la seule bonne volonté. Et effectivement... C'est ce dont on discutait tout à l'heure avec Madame Franceschini. Il y a un moment, il va falloir qu'on ait une vraie volonté politique d'agir pour faire cesser ce type de choses. Aujourd'hui, les aides à la presse, elles sont supposément soumises au respect de la réglementation française. Ce n'est pas des accords qu'on va signer potentiellement plus tard ou des conventions. C'est ce qui existe actuellement. Aujourd'hui, la loi sur le droit d'auteur, elle dit que le droit d'auteur, dans sa partie morale, comprend le droit à la paternité de l'œuvre. Le droit à la paternité de l'œuvre, ça veut dire qu'on est obligé de citer le nom d'un auteur quand on publie sa photo. Ce n'est pas une convention qu'on va signer, c'est déjà une réalité de fait. Et pourtant, rue de Valois, on s'est entendu dire, mais vous comprenez, la presse va mal, si on commence à rémunérer en droit d'auteur les photos qui sont publiées, on ne va pas s'en sortir. Ça nous a pour le moins surpris. Aujourd'hui, on a besoin que les pouvoirs publics prennent en main ce problème et comprennent que, comme disait Lacordaire, entre le riche et le faible, c'est la loi qui a franchi, quoi. Et moi, je renforcerais en disant que non seulement ça, c'est quelque chose d'important
en termes de première publication, parce que là aussi, donc à la fois qu'il y ait la mention du nom et la rémunération qui soit associée, c'est bien la moindre des choses, mais que par effet ricochet, pour tous les droits successifs, en tout cas dérivés qui en découlent. On parlait tout à l'heure des droits voisins des éditeurs de presse, on parlait des droits de photocopie dans la presse, des droits de copie privée, des droits de rediffusion sur Facebook, Actualité ou autres. On va avoir besoin, et comme je le disais tout à l'heure, ce faisceau d'indices que sont les métadonnées, la reconnaissance des images, mais aussi tout simplement une légende, tout ça, parce qu'on sait très bien faire ça, nous on fonctionne aussi beaucoup par des recherches textes et des choses comme ça, des moulinettes qui ressortent énormément d'informations très pertinentes et de grande utilité. Si le nom du photographe n'est pas cité, on va avoir du mal à pouvoir aussi leur reverser les droits dérivés. Donc c'est pas que pour la première publication, c'est toute la chaîne des rémunérations qui sont en train de se mettre en place petit à petit, des réutilisations qui se coupent d'un seul coup. Alors là, je vais sortir un peu de l'article 17, mais on va arriver à cet article 15. Est-ce que vous ne pensez pas que la mise en œuvre de l'article 15 dans la législation française peut en fait aider à solutionner ce problème? Bien sûr. Oui. À partir du moment où on sera capable d'identifier que les auteurs des photographies, puisque c'est la photographie qui nous intéresse, sont des pigistes de Le Monde, Le Monde va pouvoir récupérer sa partie du... Je suis désolée, je cite Le Monde alors qu'ils sont plutôt bons en termes de métadonnées, mais à partir du moment où on est capable d'identifier qu'un journal a salarié ce pigiste ou que le pigiste est issu de ce journal-là, alors le journal va récupérer sa manne issue de l'article 15. Donc le journal a tout intérêt à appliquer, à mettre en œuvre les métadonnées, à faciliter l'identification de l'auteur des photos. Donc pour ça, oui, je pense qu'on va aller dans le bon sens. C'est comme... Alors, deux remarques, c'est quand même triste qu'on en arrive là. Et la deuxième remarque, c'est une fois que le journal aura touché sa partie de rémunération issue de la plateforme, enfin de Google en l'occurrence, par le biais de l'article 15, à quel moment et dans quelle proportion il va faire ruisseler cet argent jusqu'au créateur initial du contenu, c'est-à-dire le photographe. C'est une question qui reste ouverte et on vous attend aussi là-dessus. Vous avez une réflexion? Nous l'aurons. Alors concernant la partie qui reviendra aux auteurs du fameux article 15, donc le fameux droit voisin des publications de presse, certainement que l'ARCOM aura son rôle à jouer, mais il y a aussi une commission paritaire qui a été créée, dont fait partie l'UPP, qui a vocation, alors ça a été créé depuis un bout de temps maintenant, c'était sur le droit d'auteur des journalistes, les fameuses lois Adopi 2, et là ça a été enrichi. Et là ça a été enrichi pour le droit voisin. Donc c'est une commission administrative indépendante qui réunit des représentants des éditeurs de presse, des représentants des syndicats et des organisations professionnelles d'auteurs, et qui statue lorsque les journalistes ou les auteurs non journalistes, qui sont aussi publiés dans la presse, considèrent ne pas recevoir, malgré des négociations, la part qui leur est due et qui peut être saisie à tout moment. Donc voilà, sachez que ça existe et que si vous êtes confronté à ce genre de difficultés, vous pouvez saisir la commission. De même que l'ARCOM peut être saisie sur des litiges individuels, même si elle ne l'a jamais été. Mais le texte existe et permet de saisir sur des litiges individuels de ce type. Voilà. Le jour où nous aurons notre première saisine, nous verrons comment nous pouvons la gérer, mais sachez que le texte existe. Nous, on va communiquer dessus, ça se passe comment? C'est par mail? Oui, il y a un processus assez simple de saisine de l'ARCOM en établissant le litige individuel, les tentatives échouées de règlement à l'amiable, et du coup en saisissant l'ARCOM pour y donner suite. C'est sur le site. J'ai bien fait de venir.